Bonjour Onda, nous sommes très heureux de vous avoir au sein du podcast On a fait quelque chose. Bienvenue, vous êtes notre deuxième invité et on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci Pierre, je suis ravie d'être là avec vous aussi. Nous avons quelques sujets de conversation en commun. On a quelques sujets à aborder effectivement, on va parler beaucoup de vous et de votre parcours aujourd'hui. Le but c'est que vous nous donniez un peu une rétrospective et une vision de l'avenir de tout votre parcours. Donc on va commencer par votre parcours et ce qui vous a emmené vers le droit, la profession du droit, parce que je vais vous laisser rappeler la multitude de titres que vous avez occupés et que vous avez encore aujourd'hui, même si nos auditeurs et nos auditrices doivent les connaître. Donc est-ce que vous pouvez vous décrire en quelques mots, et sur votre parcours et comment vous êtes arrivé au domaine du droit? Alors, comment est-ce qu'on arrive à devenir juriste? Parfois par vocation, parfois par hasard, parfois par détermination, projet éventuellement parental. Moi, c'était un mélange de tout ça. J'étais, pour être très claire, plus attirée par les métiers du théâtre, mais le théâtre, c'est aussi la prise de parole en public. Et sous la poussée bienveillante de mes parents, je me suis retrouvée en faculté de droit. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai eu une révélation au bout d'une semaine. Une semaine, ouais, d'accord. Ouais. Une semaine de cours à l'université Lyon 3, qui est une très grande université. C'est mon université aussi. Ah ben, J'ai fait mon droit à Lyon 3. c'est le point commun, Pierre. Ça, c'est les meilleurs étudiants français, bien sûr. Je le confirme, mais bon, est-ce qu'on est objectif? Est-ce qu'on l'est jamais? Hein. Mais d'accord, ah oui, donc vous avez, en une semaine à Lyon 3, vous avez su que c'était une vocation. J'ai été frappée par la foudre, en fait. C'est-à-dire que j'étais très jeune, j'avais 17 ans, et je me suis demandé au bout d'une semaine comment il était possible d'être un citoyen français sans connaître tout ce qu'on avait déjà appris en une semaine et tout ce qu'on allait apprendre pendant de nombreuses années. Donc j'ai vraiment une révélation et je pense que les études de droit ne laissent personne indifférent. Tout au long de mon parcours, jusqu'à l'école des avocats, j'ai connu des étudiants qui ont adoré ou détesté. Et je pense que ce sont des études, et d'ailleurs ces métiers laissent peu de gens indifférents. Il n'y a pas de demi-mesure dans le droit, c'est soit on aime, soit on déteste. Oui, je pense. Et quand on aime, on adore. Ouais, j'ai tendance à partager cet avis. C'est parfait parce que justement, vous l'avez dit vous-même, vous avez été avocate. Du coup, vous n'avez pas été qu'avocate, justement. Ensuite, vous avez été directrice juridique, vous êtes directrice juridique. Puis, vous avez été également juge consulaire au tribunal de commerce. Ça peut être intéressant qu'on ait vos mots sur justement ce triptyque que vous avez occupé et en quoi chaque rôle a influencé. Alors, l'avocate, c'était initialement, donc peut-être qu'il n'y a pas eu d'influence à la suite, je sais pas. Enfin, donc, comment vous décririez votre parcours? Alors, j'ai du mal à considérer que ce sont vraiment des professions différentes, ce sont D'accord. des métiers différents, mais je pense qu'on est juriste, qu'on soit avocat, donc attaché à un barreau, juriste dans une entreprise, juge. Alors, il se trouve que moi, j'étais au tribunal de commerce de Paris, mais je pense que j'aurais pu être juge à la cour d'appel. J'aurais même, aujourd'hui, avec la création du parquet national financier, j'aurais probablement, si j'ai aujourd'hui 25 ans, le désir ardent d'en faire partie parce D'accord. qu'elles sont des carrières incroyables. Je pense qu'elles regroupent, tous ces facettes regroupent le besoin et la nécessité de travailler pour la justice. Ok, donc ouais, c'est une vocation, encore une fois, on revient à la vocation. Et pourquoi le parquet national financier, qu'est-ce qui vous donnerait tant envie aujourd'hui si vous aviez 25 ans? Parce que je pense que ce que j'aime particulièrement, c'est la justice économique. D'accord. Donc, là, c'est la magistrature qui fait la part très belle au droit économique dans le parquet financier et l'adrénaline que j'ai trouvée lorsque j'étais avocat plaideur dans mes jeunes années, que j'ai trouvée dans l'entreprise aussi, parce que l'entreprise, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on n'y est pas, n'est pas un métier tranquille, Ouais. c'est un métier passionnant et qui est plein de suspense. Magistrat aussi forcément et procureur financier certainement. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses fois les membres du parquet financier dans des conférences, non jamais pour des affaires particulières, mais je les connais très bien, ce sont des grands magistrats. Je pense que la magistrature en général et française a la chance d'avoir de grands magistrats. D'accord, de grands juristes, donc. Donc de grands juristes. Et j'ai même exercé un tout petit peu à ma modeste contribution le métier d'enseignant parce que j'ai été chargée pendant 3 ans à l'université Dauphine D'accord.
de quelques cours en droit du numérique. En droit du numérique. Oui, parce que vous êtes rentré dans la profession, enfin dans l'avocature, dans une sorte de niche, non, dans le domaine du droit c'est pas, enfin c'est le droit du numérique, comme je dis, ou le droit du digital. Mais à l'époque, ça s'appelait le droit des nouvelles technologies, non? Oh, moi, quand je suis rentrée, ça s'appelait droit de l'informatique. Droit de l'informatique. Ok, d'accord. Et là, on est en 1996. C'est le début de l'e-commerce aux États-Unis et Ok. j'étais à l'époque à New York. Et en rentrant en France, je réalise à quel point on était vraiment aux prémices. Mhm. Et j'avais prêté serment simplement 5 ans avant, donc j'étais encore un très jeune, à l'époque on disait un très jeune avocat pour une femme, vous voyez, j'ai gardé. Aujourd'hui on dirait une très jeune avocate, parce qu'à l'époque on disait un très jeune avocat. Et j'ai voulu gagner du temps, trouver une matière dans laquelle mes maîtres, les patrons des cabinets dans lesquels j'exerçais, ne savaient pas plus que nous. Mhm. Pas moins, mais pas plus. Donc c'était un terrain occupé, franchement. Ok. Ouais. Et puis c'était passionnant, et puis le e-commerce est arrivé en France. Internet, c'était le début en fait du droit du numérique. Et puis pas du tout régulé. C'était ça qui était formidable pour les professionnels comme nous, c'est qu'on fabriquait la norme. C'est Donc ça. ça n'existait quasiment pas. Ok, donc ouais, il y a ce côté d'adrénaline, d'aller créer le droit, encore une fois, et d'être un peu tous au même niveau pour justement créer ce droit de l'informatique. Très bien, c'est très clair pour moi, merci beaucoup. Ensuite, vous avez été directrice juridique, enfin vous êtes directrice juridique, pardon. Vous avez également été présidente du Cercle Montesquieu. Vous êtes encore présidente honorifique. Président d'honneur, oui, D'honneur, ça oui. veut dire que on accueille encore Les bras ouverts. les bras ouverts. Je fais encore partie du conseil d'administration. D'accord. C'est une association donc, de directrices et directeurs juridiques en France. Il y a plus de 550 membres. Ça représente en fait à travers nos équipes 20 000 personnes. Quand même. 20 000 ouais, quand même. juristes représentant. C'est un petit chiffre, tout de même. Si vous deviez faire le bilan de vos 3 ans, c'était un mandat de 3 ans de la présidence. Alors c'était 4 ans parce 4 qu'avec ans? le Covid, Ok. j'ai eu Ah. droit à un an supplémentaire. D'accord. Ça a dû. Ah oui, c'est vrai que vous avez eu le Covid pendant votre mandat. Ok, ça n'a pas dû être évident. En fait, j'ai été élue et 9 ans après, c'était le début du Covid. Et je me suis dit, bah, je vais être la dernière présidente du Cercle Montesquieu parce que comme on était, notre activité principale, c'était d'organiser des conférences. Je me dis, bon, l'association va mourir ou pas. Ou pas. Et qu'est-ce que c'est le ou pas? Et le ou pas, ça a été la digitalisation. Ok. Donc, Donc, vous avez participé à la digitalisation. j'ai plus que participé. J'ai initié, j'ai forcé Ok. mes équipes. Et vraiment, ont travaillé à marche forcée et en 2 mois, le cercle, qui était très légèrement digitalisé, a été capable de fournir quasiment tous ses services. En 2 mois, ah oui, d'accord. Ouais. Ok, oui, donc effectivement, il a peut-être fallu mettre un peu d'huile de coude derrière tout ça. Oui, oui, je crois qu'à cette époque-là, on ne m'aimait pas beaucoup comme président. J'allais vous demander comment est-ce qu'on forme ces équipes, mais du coup, on va éviter. Ok. C'est confidentiel. Pas de problème, on n'est pas là pour faire. C'était une question de survie. Non, mais bien sûr, bah, c'est Pour une association comme nous, c'était une question de survie. Et puis, ça, c'est le fait d'avoir travaillé 30 ans avec les Américains m'a appris à changer ma mentalité et à voir dans toute épreuve une opportunité. D'accord. Et je pense que ça a été une très belle opportunité pour le cercle. Vous étiez résiliente avant que le mot résilience revienne à la mode en France, si je comprends bien. Mais on en a fait une force. Bah oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, c'est plus de 20 000 juristes qui sont représentés à travers cette association. Exactement. Et j'en profite pour dire qu'à cette époque, un peu de folie mondiale, le cercle a été moteur dans une initiative qui s'appelait les tiers conciliateurs et qui nous a permis, en 2 mois et demi aussi, de mettre en place une plateforme de conseils juridiques gratuits pour les PME, qui étaient en plein masse, qui ne payaient plus leur loyer. On n'avait pas encore de jurisprudence pour savoir si c'était une force majeure. Beaucoup d'incertitudes. Vraiment une situation difficile. L'État avait démarré, mais juste démarré. Sa communication sur l'aide aux entrepreneurs, les prêts n'étaient pas encore vraiment annoncés. Et on a eu cette époque où on s'est dit, en fait c'est une assez belle histoire parce que on était tous enfermés chez nous et les membres du cercle qui osaient pas trop appeler la présidente qu'ils connaissaient pas, tout d'un coup tout le monde se parlait, ça c'était aussi une belle chose dans cette aventure. Rapprocher les gens. Et ce qu'on me disait, c'était que c'est frustrant, si on était médecin, infirmière, infirmier, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour notre pays, mais les juristes on peut rien faire.
Et je me suis dit, mais comment ça, on peut rien faire? On peut faire quelque chose, il faut juste savoir ce que c'est. Bien sûr, non, mais. Ok. Donc, Et donc, on a créé ça. On a vous créé avez cette fait plateforme et aujourd'hui, avec le barreau de Paris, avec les autres juristes d'entreprise, la FJE, ok. avec Paris Place de Droit, Oui, avec tout le monde, avec le tribunal de commerce de Paris. les juristes pourraient faire Voilà. quelque chose. On a réuni les 100 plus grands juristes français, Ok. tous bénévolement, les anciens bâtonnets, les grands noms du droit, Collaborer à ce projet. D'accord. collaborer. Et donc, on a accompagné des PME pendant la période du Covid. Voilà. Ça a été la grande fierté, une des grandes fiertés du cercle. Bon, tous, enfin, c'est une fierté légitime, selon moi, mais en fait, lorsqu'un problème se pose, vous allez penser tout de suite à une solution et à comment la mettre en place plutôt que à être dans une attitude passive, si je comprends bien. Mais je crois que c'est très bien formulé, Pierre, parce que je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je pense que vous venez de définir ce qu'est la mission d'un juriste d'entreprise. D'accord. C'est-à-dire qu'un juriste d'entreprise, on frappe à sa porte. Alors, aujourd'hui, la porte elle est souvent virtuelle, mais on a un problème et on n'attend pas que le juriste d'entreprise dise en effet, je vous confirme que vous avez un problème. Mais voilà les solutions. Aucune n'est peut-être correspond à 100% de vos attentes, Bien sûr. mais voilà le portefeuille de solutions avec l'explication du risque qui va avec. Et donc, je crois que c'est vraiment ce qui aujourd'hui motive les juristes, Ouais. les entreprises. Ok. Donc c'est réfléchir en termes de projet en fait et de mise en place de solutions opérationnelles et en même temps enfin stratégiques pour répondre à des problèmes de droit posés. Exactement. Ok, ben, c'est très intéressant. J'ai vu que vous aviez œuvré également pour l'inclusion au sein du Cercle Montesquieu avec c'est une association de droit amarrage également, vous aviez. Exactement. Est-ce que vous voulez nous en parler en 2 mots Alors oui, avec grand plaisir, parce que ça, c'est vraiment, ça a été parmi les plus beaux moments pour moi au cercle pendant ma mandature, c'était donc de créer ce partenariat avec Droit commun H, qui est l'association des juristes en situation de handicap. Et on a eu une aventure magnifique, ils n'ont pas forcément besoin, ils ont toujours besoin de tout le monde, mais ils ont un parcours formidable. Simplement, on les a épaulés, on a essayé de faire une campagne de sensibilisation auprès de nos membres, puisque en fait, l'objectif de cette association numéro un est de travailler sur l'inclusion. Donc, un juriste en situation de handicap, il faut savoir que aujourd'hui, c'est déjà difficile pour lui d'être diplômé, mais comme on a beaucoup progressé, les universités ont progressé, les barreaux ont progressé, aujourd'hui, on les diplôme. Mais ils ne trouvent pas forcément de job à la sortie. Et je trouve que c'est pire. Je pense qu'on a une responsabilité. Il ne fallait pas les diplômer. Ouais. Mais là, on est dans un parcours où on n'a pas le droit de s'arrêter. Bah, si le diplôme devient une porte fermée, ça. Il ne fallait pas. Parce que c'est plus d'efforts, parce que c'est plus difficile. Bah, ça, ouais. Donc, Mathieu Juglar, qui est le président, qui lui-même est non-voyant, il est un D'accord. avocat non-voyant, extrêmement brillant. Stéphane Baller, qui œuvre à ses côtés. C'est une association très dynamique pour les jeunes, et donc le cercle a souvent voulu collaborer. Et j'ai trouvé que dans les nombreuses activités du cercle que j'avais menées pendant la présidence, c'était probablement la plus belle. D'accord, ok. Très intéressant. Alors, on va également parler du fait que vous êtes membre du comité scientifique de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. On en avait discuté avant, vous me parliez du fait que c'était une certaine reconnaissance pour le droit économique et que vous en étiez plutôt fier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur déjà l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice? Oui, bien sûr. Alors, c'est une institution, bon, je dirais rapidement, et ça va sûrement faire hurler mes amis de la chancellerie, mais c'est un peu le think tank de la chancellerie en D'accord. français. Ok. C'est quand même l'endroit où réfléchissent et où se réunissent les professionnels de la justice de manière extensive, d'ailleurs, avec des magistrats, puisque j'en fais partie. Mais c'est aussi une ouverture pour le droit économique, puisque ce conseil scientifique dans lequel je siège a longtemps, enfin, il n'est pas si ancien, mais j'allais dire son métier principal, c'est de travailler sur les sujets qui préoccupent la chancellerie. Donc, beaucoup de droit pénal, le droit de la famille, enfin, tout ce qui touche le citoyen à un individu. Et puis, nous trouvons, nous, les juristes d'entreprise, qu'en France, il y a un certain retard à la compréhension des sujets en droit économique et à l'importance qu'on y accorde. Moi, j'ai tendance à dire, juste pour être provocatrice, quand je rencontre un garde des Sceaux, que je me sens plus à la maison à Bercy que Place Vendôme. C'est provocateur. Ouais, bon. Mais c'est quand même
ça a quand même été vrai. Je pense que ça a changé ces dernières années, D'accord. surtout depuis le deuxième mandat. Alors, toujours le même garde des Sceaux, mais depuis le deuxième mandat du président Macron, il y a vraiment une ouverture à la compréhension des besoins et et la capacité que le droit économique peut être un outil d'attractivité et de compétitivité pour notre pays. Bien sûr. Et voilà, et quand ils m'ont proposé de rejoindre le comité scientifique, j'ai trouvé que c'était un symbole de la volonté de la chancellerie de prendre ces sujets également en compte. Donc, on avait eu Muriel Chenier en première invitée qui nous avait parlé beaucoup de droit économique, comme vous en notez, surtout, pardon, de l'articulation entre le droit économique et le droit national, justement, et comment ça avait une importance majeure pour la santé économique du pays, que ces droits s'articulent bien. Après, elle aimait beaucoup les articulations entre les différents droits, Muriel Chenier, mais vous partagez cet avis, donc, il y a un véritable travail encore à faire, si j'entends à deux niveaux ce que vous êtes en train de me dire sur la mise en avant du droit économique. On est sur la Oui. bonne voie. Alors, la mise en avant, ça ne veut pas dire l'hyper-réglementation, parce qu'il Ok. y a une tendance très française qui, malheureusement, maintenant, est ce qu'on appelle l'inflation des normes dans le monde entier, qui en a tendance à réguler de plus en plus, qui peut être un peu antinomique, quoique, avec les besoins des marchés. Et c'est assez compliqué. Et le professeur Meracciani est une excellente experte, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit sur le sujet, mais je suis sûre que c'était assez juste. Je pense que, en tout cas en France, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise en général, qui sont entrepreneurs ou salariés de groupe, ont parfois, j'allais dire, une faiblesse dans la compréhension, dans la culture. Ils sont moins sensibles aux droits que peuvent l'être, par exemple, les grands patrons des entreprises étrangères, notamment anglo-saxonnes. Ça, à votre avis, ça pourrait être dû Bon, ça date de Napoléon. Ouais, c'est depuis Napoléon Bonaparte que Oui. les entreprises ont une sensibilité un peu En moins. tout cas, que on range les juristes, parce qu'on croit que sous Napoléon, c'est l'ère de la reconnaissance du droit. Mais en fait, c'est l'opposé, c'est-à-dire que Napoléon, pour bien contrôler son monde, Il a donné un cadre dans il a donné lequel. un cadre, il a créé ce code civil qu'on adore, mais qui en même temps, c'est tout le code et rien que le code. Ouais, Alors que dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de barrière. bien sûr. Le droit existe partout, il est dans la pratique. Et ça date tout de même, c'est pas du tout moi qui ai inventé cette théorie, mais ça date de cette époque. Les historiens du droit le savent, où on explique aux professeurs de droit, aux juges, que bon, maintenant qu'ils ont leur cadre, on va leur demander de bien vouloir travailler dans ce cadre-là. Ouais. Et donc, on restreint quelque part, on assigne aux juristes un territoire. Et en faisant ça, avec l'évolution du capitalisme, évidemment, à l'époque de Napoléon, on n'est pas vraiment encore dans l'invention de la machine à vapeur, mais enfin, les choses vont quand même arriver en Angleterre, en tout cas sous Napoléon III, à l'époque de Napoléon III. Il y a cette espèce de décrochage entre les élites intellectuelles, juridiques et économiques dans notre pays, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres pays. D'accord. On peut citer la Suisse également, Ouais. où les juristes restent et font partie de cette naissance du capitalisme. D'accord, ok. Et vont l'accompagner de manière plus active, plus fructueuse que malheureusement en France. Et je pense que notre difficulté aujourd'hui vient souvent, on dit que, et c'est très banal de dire ça, mais que pour savoir où on va, il faut regarder d'où on Oui, vient. oui, Et je pense que c'est malheureusement en France cet héritage un petit peu lourd du bonapartisme. D'accord, ok. Très intéressant. J'aimais beaucoup l'histoire du droit en faculté, donc merci beaucoup. Moi aussi, je sors remonter au romain. Ouais, alors voilà. On va s'arrêter à Napoléon, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Mais d'accord, vous avez parlé de la Suisse, donc je vais rebondir tout de suite sur ça. Depuis mars 2024, vous avez créé une branche francophone de l'Association des juristes d'entreprise en Suisse. Donc ASJE, je vais pas me tenter à prononcer le mot en allemand, parce que ce serait inaudible pour tous nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association qui vous tient particulièrement à cœur, à ce que j'ai compris? Oui, alors ce que je voulais dire d'abord, c'est que moi j'exerce, en fait j'étais présidente du Cercle Montesquieu, qui était à peu près mes seules activités françaises, parce D'accord. que, et l'IERDJ avec le ministère de la Justice. Mais pour le reste, je travaille depuis 9 ans en Suisse pour un groupe américain, et dans ce cadre-là, je me suis bien sûr intéressée à la communauté des juristes. Et il y a une association qui existe depuis fort longtemps, mais qui est basée à Zurich, parce que la Suisse, comme la Belgique et le Canada et d'autres pays,
est un pays multilingue et voilà, il manquait une branche francophone que j'ai eu le bonheur de créer, là, qui organise des événements à Genève et dans les environs de Genève. Voilà. Donc les objectifs de cette association, c'est de... Alors, c'est un peu différent de la France parce que la grande différence entre la Suisse et la France, c'est que les barreaux et les chefs d'entreprise travaillent ensemble main dans la main. Ils ont ensemble convaincu le Parlement de voter un legal privilege à façon suisse. Il y a déjà plus d'un an, qui rentre en vigueur, la loi rentre en vigueur le 1er janvier 2025. D'accord, très bien. Ouais, très bientôt. Mais la grande différence de la France, c'est que loin de s'opposer, les barreaux et les gens des entreprises ont vraiment travaillé ensemble sur ce projet. D'accord, donc on pourrait s'inspirer grandement de ce qui se fait en Suisse si On va dire que les Suisses sont plus pragmatiques. nous sommes moins pragmatiques que les Suisses, d'accord. Je pense que les Suisses ont un intérêt commun supérieur qui est la défense de l'attractivité économique de leur pays. Et c'est ce qui a en fait poussé ces deux communautés de juristes à travailler sur ce projet-là. Alors que le même sujet s'appliquerait en France, c'est-à-dire qu'en France, on a probablement ce même souci, mais on a cette incapacité à être dans le dépassement de ses intérêts propres pour un intérêt collectif supérieur. Voilà. D'accord. Ok. Et ce qui est assez paradoxal, entre guillemets, là, quand j'y réfléchis, c'est que, on aurait tendance à envisager de prime abord qu'un pays multiculturel, avec plusieurs langues, avec plusieurs histoires un peu différentes, aurait plus de mal à mettre ses intérêts propres de côté pour l'intérêt commun. Et au final, vous êtes en train de me dire que la Suisse, la Belgique, parviennent à avoir un intérêt propre, enfin un intérêt commun, pardon, et avoir un projet ensemble. Peut-être que ça tient, pour la Suisse en tout cas, au mode politique, parce que c'est une confédération Oui, d'accord. et que c'est une démocratie directe, donc les citoyens sont impliqués dans la gestion de leur pays. Ok. Très bien. J'ai également noté que vous étiez présidente de la fondation du CNAM, donc Conservatoire national des arts et métiers. C'est un enseignement supérieur, si je me suis bien... Supérieur mais pas supérieur. Oui, pas supérieur, mais d'accord. supérieur. Donc il y a un rôle de passation aussi, vous aimez transmettre votre savoir. Enfin, quel est le statut, quel est En fait, votre question, c'est que diable allait-elle faire? Qu'est-ce que vous faites à la CNAM ou au CNAM? Qu'est-ce qu'un juriste vient faire au CNAM? Alors, le CNAM, c'est une très grande institution. C'est la révolution de ça. 1794, c'est le premier outil en France et dans la plupart des pays du monde d'ascenseur social. C'est le premier ascenseur social de l'histoire française. D'accord. C'est l'année Grégoire, mais juste après la Révolution française, on est en 1794, qui, parce que tout est permis tout d'un coup, grâce à cette révolution, pense à la question sociale. Les droits, ils sont politiques, mais que faire de social, que faire de tous ces gens qui n'ont aucune chance de gravir les échelons de la société, puisqu'on a aboli les privilèges, puisqu'on a fait disparaître des aristocrates. Que faire pour offrir un avenir meilleur? Et évidemment, ça passe par l'éducation. Donc ce CNAM est créé à l'époque avec l'idée d'offrir des formations continues à toute cette population qui n'a aucune chance d'être en formation initiale, compte tenu de la pauvreté, tout simplement. Ou de l'enfermement qu'il y avait dans les corporations, où vous étiez de père en fils dans le même artisanat. Et voilà, ça c'est l'histoire du CNAM. Et cet ascenseur social me paraît aujourd'hui, on en parle beaucoup, assez questionné. Pourtant en France, ça a été un modèle important. Donc, bien que vivant en Suisse, je suis quand même encore très citoyenne de mon pays. Et quand on me demande qu'est-ce qu'on peut faire, pendant le Covid, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas médecin, on est juriste, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a quand même des difficultés en France, qu'il y a des jeunes qui cassent tout. La formation est une des clés. Alors, évidemment, c'est très naïf de dire ça comme ça, mais fait tout de même partie d'un dispositif de gestion de situation de crise. La France n'est pas loin d'une situation de crise. Et il faut pouvoir offrir aux jeunes un espoir et donc un métier. Et je trouve que le CNAM y participe. Puis à l'autre extrémité, et j'y suis particulièrement sensible, plus les années avancent, c'est le travail des seniors. La réforme sur la retraite. Il ne faut pas que ce soit du jeune pour du jeune. Et puis qu'est-ce qu'on va faire de tous ces seniors dont moi je fais partie? Parce qu'à un moment donné, je ne commenterai pas la réforme sur la retraite, mais on parlait de droit comparatif. Si on fait du comparatif,
la France, avec sa réforme, n'est pas n'est pas moins bien au lieu 10 ans, elle est juste dans le concert des nations, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, tous les économistes vous disent on n'avait pas tellement de choix. Moi, j'ai pas de sujet par rapport à l'âge de la retraite, j'ai un sujet par rapport à la capacité, à l'attractivité d'un profil d'un certain âge. Parce que j'ai appelé ça la fracture d'employabilité. Aujourd'hui, il y a une fracture d'employabilité chez les jeunes des deux côtés et chez les seniors. Et donc, le CNAM peut aussi beaucoup apporter, puisque le CNAM, c'est la formation continue. Et donc, ma génération, moi, j'ai la chance de travailler dans le digital, mais à partir de 55 ans aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels, quel que soit le niveau de cadre supérieur, qui sont plus capables de prendre un job parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas utiliser ce outils. Donc, le CNAM peut répondre. Alors, il y a énormément de choses au CNAM, mais voilà, moi, c'était vraiment, j'avais envie de m'investir sur cette question de fracture d'employabilité. C'est intéressant de vous rappeler que le terme de formation n'a peut-être pas que les jeunes qui sortent des études supérieures. Enfin, c'est une formation en continu, comme vous le dites. Surtout avec les sujets actuels et tous les outils digitaux qui sont en train d'avoir un essor total. On ne fait que parler d'intelligence artificielle. On va notamment un peu en discuter aujourd'hui, mais très rapidement, je pense. Mais oui, il y a vraiment une notion de formation en continu qui est nécessaire. Et j'avais lu aussi dans un discours, je ne sais plus où je l'ai redit, que les juristes allaient avoir 3-4 métiers à l'avenir, que c'était plus comme avant où en fait on était juriste de A à Z. Et c'est vraiment, on allait avoir plusieurs métiers au cours de notre parcours professionnel et de notre vie. J'imagine que c'est vrai dans mon métier, mais je ne m'aventurerai pas dans l'inconnu, je ne sais rien, mais pour le domaine que je connais un peu, les juristes, avocats, magistrats, jeunes entreprises, huissiers, notaires, ne savent même pas si leur métier existera encore dans 10 ans. Se pose vraiment la question, voilà, comment le digital est en train de révolutionner. Est-ce que la blockchain va faire disparaître la question de l'acte authentique, par exemple? Bon, ça c'est un sujet. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer même le juge? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sujets, mais ça fait déjà 5-6 ans aux États-Unis, il y a eu des expérimentations sur le juge robot. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et je ne suis pas en train de dire, et je ne crois pas une seconde que notre métier va disparaître, nos métiers vont disparaître. Je pense en revanche qu'il va falloir s'habituer, se transformer, qu'il y aura des métiers, il y aura différents changements de métier dans les professions. Alors là, dans notre communauté des juristes, il y aura différentes... Et c'est pour ça que le CNAM, c'est là où j'ai trouvé mon intérêt quand on m'a proposé. Alors, la présidence de la fondation, c'est une présidence extrêmement modeste dans son intervention. C'est-à-dire que vous avez le CNAM et vous avez la fondation. La fondation, ça permet de connecter le CNAM avec les entreprises. Et moi, toute ma vie a été vraiment dictée par ce souci de créer des ponts entre le privé et le public. J'ai créé des ponts entre les avocats, les magistrats, mais voilà, j'aurais peut-être dû faire les ponts et chaussées. Donc, à mon avis, on aurait été pas loin d'une catastrophe, mais je ne suis pas la meilleure en maths. Mais voilà, et vraiment, mon job au CNAM, en tant que nouvellement élu président de l'association, c'est créer des ponts entre ce que le CNAM essaye de faire, qui est un institut d'État, et comment il répond aux besoins des entreprises. Donc, embarquer les entreprises pour nous aider, aller chez eux pour comprendre leurs besoins. Donc, il y a tout un travail qu'on va démarrer, j'espère, avec le MEDEF, où on va être capable de vraiment d'avoir un parcours commun sur la fracture d'employabilité. Parce que vous avez des entreprises en France qui ne trouvent pas d'employés et vous avez des gens qui sont sur le carreau. Donc, on a un problème. Et pour revenir aux juristes, l'intelligence artificielle, c'est quand même un sujet, ce qu'on appelle legal operation en bon français. Voilà, il faut qu'on arrive... Bon, c'est la responsabilité de notre génération à penser l'avenir pour proposer des jobs aux jeunes. Ils le font très bien eux-mêmes, ils ont eux-mêmes leurs propres idées. Il y a quand même une activité start-up très importante et que je trouve formidable. Comme dans toutes ces révolutions, il y aura malheureusement des morts chez les start-up, c'est évident. Il y aura une consolidation, mais voilà, il y a beaucoup d'innovation. La France, c'est pas en reste. On fait pas en reste. Oui, je n'ai pas l'impression non plus qu'on soit en reste. Il y a quelques beaux succès déjà. Quelques beaux succès, quelques startups qui fonctionnent très bien. Mais oui, effectivement, on a peur que. Enfin, on a peur. Il y a une sorte d'effervescence et d'inconnu sur l'intelligence artificielle qui fait que, effectivement, on se demande si le juge va être la bouche de l'algorithme à certains niveaux. On se demande en quoi l'intelligence artificielle va remplacer certaines tâches effectuées par les juristes et les avocats.
Ça, c'est une évidence qu'il va y avoir. Mais comme toutes les révolutions, enfin, la révolution industrielle, et à un moment donné, il y a des tâches qui ont été remplacées, mais pour aller passer plus de temps sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, à votre avis, quelles sont les tâches et les soft skills, si j'utilise le terme, qui vont être plus mises en avant dans le futur pour les juristes et pour les avocats et pour les. Enfin, quand on parle de juristes, de toute façon, pour moi, c'est la grande famille des juristes et la communauté des juristes. J'adore. Alors, j'ai pas la boule de cristal avec moi, donc ça va être un peu compliqué de vous Non, bien répondre. sûr, Mais ouais, je dirais juste une chose, peut-être, c'est lorsque la révolution digitale a commencé, il y a déjà moins 20 ans, c'est pas plus, on disait, il y a 30 ans, on disait, le problème, c'est quand les premières voitures sont apparues. Puis, alors, il faut savoir d'ailleurs, une petite anecdote, vous qui aimez l'histoire, c'est que dans la ville de Londres, pendant plus de 20 ans, ce qui est très très long, le lobby des cochers avait obtenu que les voitures automobiles n'avaient pas le droit de rouler à plus de 20 à l'heure. D'accord. Comme ça, au moins, ils Oui, gardaient garder, la compétitivité, ça va être Ok, on était intéressant. sur Uber, taxi presque. Maintenant, les cochers ne sont pas devenus des mécaniciens. Non. Et c'est ça le problème d'une rupture technologique. Ok. C'est que vous dites pas aux gens, ça vous le faites plus, mais vous allez faire autre chose. C'est pas forcément les mêmes. Et c'est là, je pense, où il faut que nous soyons vigilants, dans toute notre génération, c'est essayer de transformer, pas seulement les métiers, mais accompagner nos équipes dans les nouveaux métiers. Bien sûr. Voilà. Et ça, il faut qu'on soit vigilant parce que sinon, on ne fera pas des anciens cochers des mécaniciens. Bien sûr. Voilà. Ouais, Et la perte humaine, c'est quand même, je pense, quelque chose de très douloureux et de pas utile si on peut l'éviter. Mais il faut anticiper. bien sûr. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants. D'accord. Ok. Donc après, boule de cristal, les nouveaux métiers, c'est difficile à dire parce qu'il faut aussi savoir quelle est l'acceptation de... Par exemple, si vous êtes usager du service public de la justice, aujourd'hui, on est incapable de dire si le justiciable sera confortable, plus ou moins, pareil, avec une décision rendue par les machines. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est possible. Vous rentrez toutes les données d'une affaire. Moi, je peux vous dire que je connais des gens qui auraient préféré être jugés par un robot que par un juge qui a ses propres biais, inconscients. Inconscients. Conscient des éléments, Un ça juge, reste c'est un homme, être c'est une humain. femme, il peut être jaloux, il peut être de mauvaise humeur, il peut être malade, il peut... je sais pas quoi. Voilà. Ouais, des éléments, enfin. Donc, il y a les pros et il y a les cons. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de comprendre, j'ai pris cet exemple qui est loin des directions juridiques, mais il est difficile de comprendre à quel point on va aller loin dans la transformation parce qu'on ne sait pas quelle est la réception que le public en fait. Et c'est la même chose dans l'entreprise. Dans l'entreprise, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils. Vous pouvez générer des contrats sans qu'aucun juriste n'y touche. Quelle est l'appétence d'un dirigeant? Ben, elle est plutôt assez favorable parce que c'est moins cher, l'algorithme n'est pas malade, que sais-je. Donc, il faut comprendre, je pense, et ça c'est du soft skills, c'est la capacité de réception par l'utilisateur. Bien sûr. Ok. Et il va falloir s'adapter en partant. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on fait quand on développe. Si on veut être un bon développeur, il faut partir du besoin utilisateur. Okay. C'est pas ce qu'on faisait dans les années 70, quand on faisait du Java. Ça a Mais bien bon, changé. c'était pas du tout les mêmes outils non plus. Aujourd'hui, l'expérience utilisateur, elle est numéro 1. Et je pense que on n'a pas vraiment cette culture en France, pas assez, bien sûr, on l'a, etc. On l'a moins qu'aux États-Unis. Ça, c'est clair qu'on la manque aux États-Unis. Je partage votre avis là-dessus, mais oui, du coup, en fait, on va passer par des phases de test avec une. Oui. Il faudra avoir une adaptabilité très rapide. Oui. En fonction des résultats qu'on aura. Et il faut avoir une culture de ce qu'on appelle down-top, ce qui n'est pas du tout la culture française. En France, on est encore très top-down, c'est-à-dire le chef, il sait, il dit et on fait. Sauf qu'en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'il n'a pas demandé, qu'il n'est pas... Il y a encore un tout petit peu en France, je ne parle pas des start-upers, ni des jeunes entrepreneurs, que je connais assez bien par ailleurs, mais la tranche aujourd'hui des patrons des groupes industriels français, ils ont encore un peu l'omniscience, la culture de l'omniscience. Et ça, c'est dû à leur éducation, c'est dû à nos grandes écoles. Et comment est-ce qu'on pourrait justement apporter un point de vue plus down to top que top to down? Vous avez des idées ou des propositions? C'est culturel. Et je pense qu'il faut que les entrepreneurs, les trentenaires, qui sont dans cette approche, les Français, ils acculturent un peu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rencontres entre le monde
l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, j'ose pas dire la vieille économie, mais en tout cas avec la nouvelle économie. Ok. Et ça, je pense que ça doit passer par l'humain, D'accord. Ouais, par donc, bien rencontre. D'ailleurs, au CNAM, on a un projet que je dévoile à moitié, mais qui serait de créer une espèce de club des amis, comme ça, de la fondation, où on réunisse voilà, les entreprises traditionnelles françaises et avec des jeunes entrepreneurs pour travailler sur des questions de formation, ok. mais c'est la même question, c'est la question de la culture. D'accord. On peut faire se rencontrer des gens de différents mondes et les faire participer au sein d'une même communauté à avoir un point commun et, enfin, et à travailler dans l'intérêt commun. Moi, je trouve que ce qui est fabuleux à ma génération, parce que ce n'était pas le cas à celle de mes parents, c'est que jusqu'à celle de mes parents, depuis l'homme préhistorique, hein, depuis les premiers kits silex qu'il fallait casser, c'est que c'était la génération d'avant qui apprenait la génération Ouais, bien d'après, sûr. globalement. Ok. Ouais. Et moi, ce que j'ai vu avec mes enfants, ce que j'ai vécu que mes parents n'ont pas vécu, c'est pas l'inverse, mais c'est les deux. Mm. C'est le va-et-vient. C'est-à-dire que j'espère avoir appris beaucoup de choses à mes enfants. En tout cas, je suis certaine qu'ils m'en ont appris D'accord. énormément. Ok. Bon, oui, mais c'est vrai que ça me paraît évident dit comme ça, mais. Et c'est parce que c'était votre Oui, génération. oui, sans doute, sans doute. Mais oui, il y avait plus un côté transmission du savoir qui venait des pères, des aînés, Oui. des parents, et que, en fait, aujourd'hui, avec l'essor notamment du digital, tout le monde peut aller se renseigner sur beaucoup de sujets. Bon, après, on ne devient pas expert non plus juste en allant comme ça, mais on peut forcément apprendre. Après, il y a un petit risque, on ne va pas parler trop d'éducation parce que c'est loin des sujets Ouais, bien positifs, sûr, ouais. mais quand même, pour nos juristes, c'est important aussi, parce que quel est le rôle du professeur? Quel est le rôle de l'académie? Il y a un chercheur, mais vraiment en tant que transmission du savoir. Moi, je dis tout le temps, attention, tout le monde n'est pas autodidacte, parce que ce système-là, il est basé sur l'idée que on va tous être autodidactes et que ça va être génial. Mais en fait, il y a en vrai extrêmement peu de gens qui sont autodidactes. C'est un don. Non, mais il y a encore besoin d'une transmission du Moi, je suis pas savoir-faire. du tout autodidacte. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique pour que je comprenne. Voilà. Ok. Et après, je peux expliquer. Je suis entourée par quelques personnes autour de moi dans la famille qui sont autodidactes. Ils fonctionnent pas comme moi. Ah oui, puis Donc, ça me semble pas être la norme. non, c'est ce que je veux dire. Donc, dire, vendre que, mais aussi bien, encore une fois, un senior, un directeur juridique qui a perdu son job à 55 ans, qu'il a qu'à être autodidacte, se former sur tel et tel Ouais. machin pour trouver un job. Tout est disponible. C'est faux. Non, oui, c'est Il faut un pas. professeur, il faut quelqu'un qui vous initie, qui vous Bien apprenne. sûr. Le professeur, la professeure, je vous le dis là maintenant, Muriel Chailly, elle a un rôle à jouer, pas que comme chercheur. Bien sûr. Elle transmet, elle apprend. Son rôle est essentiel. Moi, j'ai des parents qui étaient universitaires D'accord. et je pense que c'est un métier d'avenir. C'est plus que jamais, contrairement à ce qu'on croit, on a besoin des enseignants. Bien évidemment. Ok. Non, mais oui, ça coule de source, ce que vous dites, parce qu'on aura 2, 3 modèles d'autodidactes, du coup, avec une très grande réussite qui vont prendre une grande partie des lumières et qui vont donner envie, mais en fait, enfin, si on pense à la grande majorité des gens, parce que je suis comme vous, hein, j'ai besoin qu'on m'apprenne des choses pour pouvoir les répéter. Eh bien, ils ont besoin d'avoir encore des personnes qui leur enseignent des choses Exactement. et des notions. Et je vais vous dire, en droit, alors j'attends de voir combien il y a Ouais. d'autodidactes. Parce que alors, si on fait du droit en autodidacte, je ne sais pas comment on peut aimer. parce que ça n'a rien de marrant. C'est peut-être ceux-là qui détestent le droit au final. C'est ça. C'est ceux qui ont essayé d'être autodidactes et qui. Parce que nous, on a adoré parce que ce qu'on aime dans le droit, c'est la partie émotionnelle. C'est le storytelling. C'est quand on est jeune juriste sur les bancs d'université, on se projette dans des métiers. Et c'est ça pourquoi ça. Parce qu'on sait vite, ou pas, mais en général assez vite, qu'on veut être avocat, magistrat, et même magistrat, on sait si on a envie d'être au parquet, au siège. Donc on se projette très très vite. Est-ce qu'on veut faire le droit de la famille? Est-ce qu'on veut faire du pénal? Et donc on est dans la fantasmagorie d'un métier C'est ça. futur. Alors que quand on est autodidacte, c'est plus compliqué de se raconter des histoires. Ouais, non, on se fantasme presque au quotidien, je sais pas quand on est Non, mais c'est autodidacte, aride, c'est une Ouais. matière aride. Ah oui, bien sûr, sur le droit, oui. Voilà, donc pour le droit, je dirais là, je pense qu'il y a encore moins d'autodidactes Ouais. que dans les autres métiers. Ça, c'est clair. Ah, c'est plus facile d'être matheux autodidacte. En fait. C'est une science un peu plus carrée, normalement. Bien que le droit, il fallait être rigoureux et logique. Il y a certains sujets d'actualité qui pour lesquels ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Je sais que le RSE, vous pensez que vous affirmez, et vous avez raison, que c'est un sujet qui va être de plus en plus présent au sein
du paysage juridique et du paysage politique, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de RSE, des risques réputationnels, de la façon de les prévenir, ces risques réputationnels? Je sais qu'il y a la compliance, il y a le devoir de vigilance, avec notamment le Parlement européen qui a, oui, c'est le Parlement qui a Oui, adopté tout à fait. la directive après quelques allers-retours et quelques... Sur un modèle assez français, hein, j'avoue que les Français Ouais, ont été précurseurs sur ces questions-là, avec les lois Sapin. Non, plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que l'ESG, qui était sympathique vision de l'entreprise citoyenne, pour le dire avec un petit peu de caricature, Ouais, ça. est en train de devenir passer de norme souple à norme dure. Dur. C'est plus pratiquement par les magistrats d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce soit dans le digital, dans toutes ces innovations juridiques, en fait, les praticiens sont souvent à la manœuvre. Et ils font des essais. Donc, je prends par exemple la question de l'environnement. Tout d'un coup, tout le monde fait je vais pas dire du greenwashing parce que j'aime pas, c'est trop caricatural, mais cherche à verdir un peu avec bonne foi. Il faut arrêter de penser que Moi, il y a un truc qui en France me fatigue, c'est qu'on croit toujours que derrière chaque chef d'entreprise, il y a un délinquant qui s'y Faux. On voit du cynisme partout. Du cynisme et de la malhonnêteté. À la limite, j'allais dire, il n'y a que quand on travaille vraiment avec des grands procureurs que vous êtes convaincu qu'eux, ils ne pensent pas. Mais la vindicte populaire, c'est que si on est chef d'entreprise, c'est qu'il doit quand même y avoir un truc pas très honnête. Et ça, c'est une culture française qui est terrible et qui est archi fausse. Vous avez retrouvé ça qu'en France Ah oui, enfin, dans la plupart des pays où je travaille, c'est pas ça. D'accord. Je travaille vraiment dans le monde entier. C'est assez français, c'est pas que français, c'est assez français. Et c'est désolant parce que les chefs d'entreprise sont des gens peut-être pas plus honnêtes, mais pas moins honnêtes que la moyenne de la population. Ils sont comme tout le monde. C'est des personnes, quoi. C'est des gens normaux avec une minorité de gens peut-être malhonnêtes et une minorité de gens peut-être que dans une autre histoire on va qualifier de ça. Mais la plupart des gens ils sont normaux. Donc ils essayent de faire bien comme ils peuvent. Ils font surtout comme ils peuvent. Et avec toutes ces normes, avec toutes ces idées d'innovation sur la question de la ESG, comme on dit en international, et RSE en France, il y a eu tout ce mouvement ça serait quand même bien de faire attention à l'environnement, mais on a toutes ces contraintes opérationnelles, juridiques, ça, on fait comment? On fait un peu, on verdit un peu. Et sur ces questions-là, ils ont, pour certaines grandes entreprises internationales, eu des revers de bâton parce que il y avait des campagnes de marketing, de publicité, il y avait des chartes qui ont été créées. Ils ont mis en avant un phénomène qui ne mettait pas en avant au préalable. C'est ça, et puis ils se sont pris surtout des engagements, mais qui n'engageaient que, en fait. Puis c'est ce qu'on appelle la norme souple. Sauf qu'il y a des juges qui ont dit ah, mais vous étiez mis cette règle-là, donc elle était devenue impérative pour vous, donc moi, même juge, je vais considérer que c'était votre loi à vous, et je vais vous condamner pour défaut d'application de votre propre loi. Vous aviez fait votre contrat avec vous-même, en fait, et la loi de votre contrat avec vous-même s'appliquait, et le fait que vous ne la respectiez pas, fait que je peux vous sanctionner. Exactement. Donc il y a un petit retour de bâton sur le l'ESG, non pas qui fait de la RSE, qui fait dire qu'il ne faut pas en faire, mais les juristes sont là pour dire attention. Si vous faites des engagements à vous-même, ce sont des engagements qui ne sont pas secrets. Hein, donc c'est pas comme quand vous vous réveillez le matin et que vous promettez que vous ne boirez plus ou que vous ne fumerez plus de cigarettes. Ça, tant que vous ne l'avez pas dit aux autres membres de votre famille, c'est votre contrat. Mais si vous commencez à l'ébruiter, on peut vous l'opposer. Donc tout ce que les entreprises, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, se sont imposées comme règles souples, il y a une tendance à surveiller qui est de dire attention, on ne vous l'oppose pas. Il y a quelques jours, ça commence. Et donc, je dirais à la fois que l'ESG, c'est un sujet passionnant parce que, donc, il peut devenir impératif, donc attention, les juristes sont là pour veiller, on fait ce qu'on dit ce qu'on fait. Donc, si on ne sait pas faire, on ne dit pas. Voilà, première prudence. Deuxièmement, chaque pays, déjà les normes existent par secteur d'industrie, la banque, l'énergie, elles ne sont pas unifiées et en plus elles ne sont pas les mêmes dans les autres pays. Donc quand vous êtes un groupe international français ou étranger et que vous avez 150 filiales ou même ne serait-ce que 10 ou 15, c'est compliqué parce que vous n'allez pas faire de l'ESG en Argentine comme à New York, comme à Rome.
Bien sûr. Et donc, c'est toute la question de l'uniformisation des normes internes. Donc ça, c'est un sujet passionnant pour les groupes internationaux, mais compliqué. Et la direction juridique est clé. C'est du droit comparé à un moment donné. Absolument. Donc ça, j'adore le SG pour ça. Ce que j'aime aussi dire sur la intellectuelle et le point de vue encore stratégique et l'harmonisation interne des normes et la manière dont vous devez expliquer à vos collègues du marketing qu'il faut être raisonnable. Et il faut encore une fois respecter sa propre parole envers soi-même. Ce que j'aime aussi dire, c'est que lorsqu'on pense à la RSE, on pense en France beaucoup à la compliance parce que il y a des lois qui maintenant ont influencé l'Europe, et on pense à l'environnement et on oublie le social. Ouais. Parce que RSE, c'est la société sociale et environnementale. Et dedans, on ne parle pas de la gouvernance, mais tout ça est le socle. Et sur la responsabilité sociale, revient à l'histoire du CNAM. En France, parce qu'on a des lois du travail très contraignantes, les entrepreneurs pensent que le social, de toute façon, c'est géré par les RH. Mais la responsabilité sociale, c'est pas le droit social, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, c'est le bon. Oui, droit social, oui, il y a le terme social dedans, quoi. Voilà, mais c'est tout à fait autre chose. C'est les engagements dans sa communauté, c'est les engagements, on parlait du handicap, c'est les engagements sur la formation, on parlait du CNAM. Oui, c'est le grand social, quoi. Enfin, c'est pas juste... En fait, c'est l'humain. Oui, c'est ça. C'est des ressources humaines, hein. C'est dans le titre en toi, mais... je gère ma chaîne de production et je sais si mon huile de je ne sais quoi est fabriquée par des planteurs en Brésil qui ont 14 ans. Bon, voilà, c'est tout ça. Il y a la Poste qui a été condamnée il y a peu de temps, je crois, sur ce... Je ne savais pas. Si, mais ils ont fait appel, hein, donc... Ils continuent. Tout est continué. Et oui, là, en première instance, c'est pas le tribunal judiciaire de Paris, je crois. Intéressant. Oui, je vais regarder. Oui, ils ont été condamnés sur, justement, je crois qu'ils n'avaient pas très bien suivi la chaîne de sous-traitance à un endroit donné. Voilà. Donc le SG, enfin le RSE en France, c'est très intéressant. C'est un pan pour les juristes pour s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et je pense que c'est bien parce que c'est remettre un peu de raison dans ses engagements. Et il faut mieux faire peu mais bien que tout vouloir, mais n'importe quoi. Ok. On pourrait conclure presque là-dessus, mais d'accord. Donc, est-ce que vous conseillerez donc aux générations futures et aux futurs juristes de se spécialiser dans ce domaine-là? Je sais que on s'était parlé au téléphone un peu avant l'interview, et vous me disiez que le golden boy du monde de juridique, c'était et c'est toujours le M&A, mais qu'il y avait un autre secteur, c'était le droit du digital justement, qui prenait une importance capitale et que vous aviez tendance à vouloir conseiller les générations futures et actuelles à plutôt se concentrer sur ces matières. Est-ce que vous metteriez RSE au même niveau? Enfin, je pense que le RSE, je ne saurais pas dire à quel point c'est un... Je demande beaucoup de prédictions, hein, je suis navré, mais... Et la prochaine fois, je prendrai le même. Non, je pense que... Il y aura une prochaine fois, donc ça veut dire que c'est... Je pense qu'après, ce qui est intéressant, il faudrait interviewer quelqu'un qui est vraiment responsable de la compliance. Je pense que c'est le métier de la compliance, ça c'est sûr. Qui ne font pas toujours été chez les juristes, qui aujourd'hui clairement font un peu plus chez les juristes, c'est bien. Donc ça c'est sûr. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est plutôt, au lieu de choisir, comme c'était le cas à ma génération, la matière qu'on veut faire, je vais faire... je sais pas moi, du droit, du M&A, non du droit du travail, non des taxes, etc., concurrence, que sais-je. Aujourd'hui, je dis plutôt à tous les jeunes qui viennent me voir, réfléchissez en secteur d'industrie. D'accord. Parce qu'en fait, parce que les normes aujourd'hui, elles ne sont pas secteur d'industrie dans le monde entier, mais même en France. Et à travers, si vous cherchez l'énergie, à travers, vous ferez de l'environnement. Mais je pense qu'il vaut mieux réfléchir en vertical comme ça qu'en horizontal. Est-ce que les masters et les écoles et les universités se sont adaptés à cette vision? Pas encore assez. Pas encore, et puis, quand même, il faut savoir aussi qu'il y a des industries qui payent mieux que d'autres. Donc chacun fait ce qu'il veut. Je ne dis pas qu'il faut être bien payé. Je dis juste qu'il ne faut pas se raconter d'histoires. C'est-à-dire que si vous allez dans l'automobile, c'est pas l'industrie qui paye le plus, mais c'est passionnant. Si vous allez dans l'aérien, il y a des gens qui sont passionnés. Ça ne sera pas non plus le secteur le plus... Voilà, il faut faire des choix. Si vous voulez aller dans les droits de l'homme, vous pouvez faire des droits de l'homme partout aujourd'hui, dans les institutions internationales, ce ne sera pas non plus... Voilà.
En revanche, si vous voulez gagner de l'argent, il faut bien aller dans le digital, la pharma, je ne sais pas. Mais voilà, après, si peut-être il y a des gens qui ont rêvé d'être médecins, qui n'ont pas pu faire des études de médecine ou je ne sais quoi. Voilà. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se spécialiser par secteur d'industrie. D'accord. Ok. Ça, c'est vraiment mon conseil. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Et je suis en train de me dire que, ouais, ok, non, c'est très intéressant pour les étudiants et pour les personnes. Et en formation continue, peut-être qu'il faut aussi faire des formations continues Oui. sur des. Après, Pierre, je ne veux pas dire qu'une fois qu'on est... Je veux lutter contre l'idée que je viens de donner, l'impression selon laquelle, une fois que vous êtes parti dans un secteur, vous ne pouvez pas en sortir, c'est pas vrai. Non, mais, On a énormément d'exemples. Je pense à mon ami Alexandre Menet qui était chez Atos et qui est chez L'Oréal. Bon, en même temps, L'Oréal, c'est pour moi la boîte la plus digitalisée en France. C'est pas un porte de produit qui vend. Mais c'est pour dire que, bien sûr, on peut absolument, par les dépôts, passer d'une industrie à une autre. les gens, vous construisez des ponts dans vos élites. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même de donner cette clé-là de compréhension. C'est pas la seule. Bien sûr. Mais réfléchissez aussi. Non, oui, bien sûr. Ouais. Le secteur du luxe, il y a des gens, moi, c'est pas du tout un secteur qui m'attire, mais pourquoi pas, les gens qui sont passionnés par le secteur du luxe, à ce moment-là, perdez pas votre temps chez Alstom, dans le secteur du luxe. Non, bien sûr. Ouais. Et c'est ouais. Les promesses que vous faites à vous-même, essayez de les réaliser. Ouais, il faut bien se connaître et il faut pas Il y s'inventer. a quand même un grand travail d'introspection, une réflexion sur soi-même. Moi, j'avais pas envie de faire ça J'espère. forcément. Moi, j'ai fait du digital complètement par hasard. Je pensais que j'aimerais jamais, parce qu'il y avait plein d'ingénieurs dans ma famille, donc vraiment, c'est pas du tout un domaine où j'ai envie d'aller. Il y en a suffisamment partout à la maison. Et puis j'ai adoré. Voilà, après. Oui, il y a la vie qui fait un peu son chemin quand même à un moment Il y a donné. des rencontres, parce qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais on a oublié l'humain. Bah, oui. Tout est affaire de Non, mais, rencontres. bah, bien évidemment, j'espère. Enfin, et ça, je pense que ça ne changera pas. J'en suis même quasiment persuadé. On pourrait parler aussi d'un autre sujet qui vous tient à cœur quand même, c'est la confidentialité de la vie des juristes, alias le legal privilege. Je sais qu'en Suisse, bah, on en a parlé, on l'a évoqué très brièvement. Il a été voté, il va passer, il entrera en vigueur le 1er janvier 2025, c'est ce que je viens de vous dire. En France, quel est votre avis sur le legal privilege, enfin sur la confidentialité des vies des juristes? Pourquoi il y a des communautés qui s'affrontent alors qu'il y aurait un pont à construire peut-être? Parce qu'en France, on est concentré sur ce qu'on croit que c'est qui besoin, qu'on soit une autorité, un barreau ou un juriste d'entreprise. Et il n'y a pas justement cette capacité de la vision commune. Je pense que c'est le meilleur outil pour la prévention. Parce qu'en fait, ce qui s'applique aux chefs d'entreprise s'applique aux juristes, c'est-à-dire qu'à part un pourcentage proche de zéro de coquins, de bandits, de délinquants, les gens sont globalement honnêtes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas essayer de prendre des délinquants la main dans le sac, les délinquants étant l'entreprise. Il faut ensemble, autorités, magistrats, avocats, chefs d'entreprise, travailler ensemble pour faire baisser le taux d'infraction, parce que la plupart des infractions au droit des affaires, elles sont constituées sans éléments intentionnels. Donc en fait, l'objectif, c'est de faire de la prévention. Pour faire ça, il faut donner une forme de confort, il faut permettre aux juristes d'entreprise de dire en interne ce qu'il n'a pas, pour qu'on puisse... c'est comme si un médecin n'avait pas le droit de dire à son patient, si vous n'arrêtez pas telle substance parce qu'elle est illégale, vous allez tomber malade. Il vaut mieux le dire quand il faut même mieux l'écrire. Voilà, donc on est un peu là-dedans. Ça a un effet négatif pour tout le monde presque. Moi, je pense que la France ne prend pas ses responsabilités. Enfin là, justement, on est en train de les prendre parce que je crois que les parlementaires ont compris. Et c'est vraiment, on leur rend hommage, que ce soit le Sénat ou le Parlement. Il y a 2 projets en ce moment. Et ils ont pris une des responsabilités que je salue, qui est de dire aujourd'hui, dans le classement international des anticorruption, des pays qui mettent en place et qui ont des résultats. La France est très mal classée. Je ne sais pas les derniers chiffres, on est dans les 20e. C'est pas terrible. On peut faire mieux. Et quand on regarde le classement, les pays qui sont les plus vertueux au monde ont le niveau de privilège. Que ça soit, alors la Suisse, on l'a pas encore, mais il arrive, que ça soit, je sais pas, moi, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, tous les pays anglo-saxons, pratiquement, sont classés parmi les pays les plus incorruptibles. Et je crois, c'est mon avis personnel, qu'il y a un lien entre les deux. Travaillons ensemble à la mise en place de procédures de prévention. C'est encore une fois une communauté, comment on peut bâtir des ponts et aller dans un intérêt commun. Bien. Et certains les motivent, mais après, c'est des motifs toujours la même histoire. Oui, non, mais l'histoire se répète inlassablement, mais c'est des motifs plutôt dignes et plutôt nobles, en tout cas. En parlant de nobles,
Je fais un rebondissement comme ça, mais aussi parce que je vois vous êtes chevalier de la Légion d'honneur depuis 2023, 2024. C'est ça, 2020. On est combien? On a combien? Là, en 2024. Ça fait un an. Ouais, ok, super. Donc, vous êtes chevalier d'honneur de la Légion d'honneur pardon, depuis un an. Qu'est-ce que ça évoque chez vous d'être chevalier de la Légion d'honneur C'est une belle reconnaissance. C'est surtout au-delà de moi. Il y a peu de jurys d'entreprise qui ont les jours d'honneur. Les avocats, Ouais. pas mal, les magistrats, beaucoup. Parce que les jours d'honneur, c'est quand même l'État qui vous remercie pour quelque chose que vous faites pour la nation, pour la communauté. Bien sûr. Et moi, je trouve bien qu'on dise, bah, on peut travailler dans le privé, on peut travailler dans le système capitaliste et quand même être reconnu pour avoir fait des choses bénévoles, d'avoir donné du temps, d'avoir essayé d'améliorer ce que vous pouviez améliorer à votre petit niveau. Donc mon travail pour promouvoir la justice économique pendant la pandémie avec la plateforme, mais aussi juge consulaire, c'est une fonction qui est bénévole. C'est ça, ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est 20 heures par semaine de bénévolat. Ah, ouais, d'accord. Ouais. On rend la justice au monde Et du vous peuple n'aviez rien à français. faire à côté en plus. Non, juste 3 enfants aimés et un job dans une boîte américaine. Ça va, oui. Alors, en fait, vous auriez pu presque donner plus de temps au tribunal de grâce, hein, ok. Oui, c'est vraiment. Donc, oui, on vous a reconnu votre don de vous-même, en fait. Et on vous le rend avec une C'est lettre ça. d'honneur. Ok. D'accord. Bah, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés d'un point de vue juridique, à votre avis? Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Je sais que je vais vous demander vos plus grandes réussites qui sont professionnelles et personnelles. On sent depuis le début de l'interview qu'il y a quand même un sujet qui est toujours présent et qui est la plus première communauté. À mes yeux, c'est votre famille. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que j'ai oublié d'aborder ou... Pierre, bravo. Ah non, bah, je lui fiche un et puis enfin, c'est vous qui faites la plupart du discours, donc c'est bravo à vous. Mais non, je voulais juste faire une checklist avec vous, final. Ok, donc vos plus grandes réussites. Là, si vous deviez me donner vos plus grandes réussites, autant professionnelles que personnelles, on a parlé pas mal de votre parcours professionnel, mais si vous avez d'autres choses à me dire, je suis plus que preneur. Non, je pense que, comme beaucoup j'allais dire, de parents, de mères de famille, c'est évidemment mes enfants. Bien sûr. Donc, c'est en tout cas ma première source de satisfaction. Comme beaucoup de parents, ça a été ma première source d'inquiétude pendant très longtemps. Ça te plaît? Vraiment longtemps. Du coup, c'est bon, vous êtes Non, plus, ça y est, c'est fait. c'est bon, ouais. Ça y est, ils se débrouillent. Ok, mais Maintenant, c'est c'est eux qui s'occupent de moi. c'est sympa. Mais oui, non, je pense que je pense qu'à ma génération, ça a été encore un combat. Évidemment, on n'était pas sur les barricades, voilà, à défendre le droit de vote des femmes. Mais on a été, je dis parfois, une génération un peu sacrifiée parce que on était entre deux modèles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un modèle plus clair, plus évident sur la répartition des charges de la famille dans les couples. Je le vois à travers mes collaborateurs. Hommes ou femmes, quand ils ont des enfants en bas âge, c'est les mêmes gestions d'emploi du temps. Bien sûr. Égalité, je C'était dans pas tous les le pays. cas, Non, mais c'est vrai en Europe, en Asie, donc ça c'est vraiment formidable. d'accord. C'était pas le cas de notre génération. Ouais. Moi, c'est ce que il n'y avait pas un soir où je me disais pas à telle heure, quoi qu'il arrive, il faut que je rentre. En fait. Ou alors non, mais on met en place le plan B parce que c'était ça, le cabinet d'avocat. Donc on se débrouille pour que la deuxième babysitter fasse le relais de la première. Mais voilà, c'était compliqué. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression culturelle. Moi, j'ai toujours travaillé pour des Américains, donc j'ai toujours été vraiment soutenue comme Ouais. femme Ok. dans mon métier, dans mes univers professionnels. Mais je trouve que au niveau culturel, amical, familial, il y avait quand même moins d'adhésion ou un soutien du bout des lèvres. Voilà. Ouais. C'était moins facile. D'accord. Ok. Eh ben, félicitations déjà parce que ils sont en train de faire de très belles choses. Ce que j'ai compris, il y a une interview du président qui sort ce soir sur leurs médias. Donc bravo à eux, bravo à vous. Ce besoin, cette envie, on va dire plutôt, que vous avez de créer des communautés avec des gens qui travaillent ensemble, de créer des ponts. Est-ce que vous pensez avoir transmis ça à vos enfants? Est-ce que vous pensez que ça vient de vos enfants? Vous parliez de l'apprentissage commun à un moment donné. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui se recoupent au sein de tout. Non, ça, le côté communauté, moi j'ai créé, quand j'étais à l'école des avocats, je fais partie de la troupe, de ce groupe qui a créé la troupe des avocats, des acteurs avocats D'accord. associés. Ok. J'ai créé au barreau aussi ce qu'on avait appelé les œnologues du palais, qui étaient
un club de dégustation de vin. Donc je crois que j'ai toujours parce qu'on invitait magistrats greffiers et que c'était pas que les avocats. Il y a vraiment l'idée de se dire voilà, on va être tous ensemble, professionnels de la justice. Donc ça, je pense que j'ai eu depuis très longtemps et ma meilleure amie m'a rappelé que quand j'avais 8 ans, j'avais créé l'association qui vendait les pains au chocolat dans les cours de l'école. D'accord, donc j'ai toujours une vie associée. C'est instinctif chez vous de réunir les gens, et que ce soit autour du vin, du théâtre ou des pains au chocolat. Ok. Et un peu du droit, effectivement. Et un peu du droit. Ok, d'accord. C'est très intéressant. On va terminer ce podcast par, du coup, je vous en ai parlé, c'est pour rendre hommage à Bernard Pivot. Donc vous m'aviez dit que c'était la seule émission que vous aviez le droit de regarder à la télé quand vous étiez plus jeune. On va terminer par le questionnaire Bernard Pivot. Donc, Mia Hachette, j'ai l'impression d'être Bernard Pivot, et à son âme. Ouais. Grand bonhomme. Hein. Ouais. Non, enfin, c'est autodidacte, alors vraiment. Autodidacte, ça va. Quel autodidacte. Là, pour le coup, oui. Mais je pense qu'il y a quelques personnes qui ont besoin qu'on leur enseigne. Ça, là. On ne pourra pas tous être au niveau de Bernard Pivot. Non, on regarde les podcasts, les vieilles émissions. Ouais. C'est extraordinaire, j'en ai revu d'autres. J'ai regardé tout l'ensemble l'ensemble, ils ont fait une rétrospective. Ouais, l'ensemble, il y a 30 ans. Ouais, d'apostrophes. Et oui, j'ai passé un très très bon moment avec Bernard Pivot. C'est des choses qu'on ne verra plus trop, je pense, mais il y a quelques jeunes médias qui essayent de alors, sur le crayon, il y a une très belle émission littéraire. Hein. Vraiment, pour donner envie aux jeunes de lire. Ok, j'ai regardé ça. C'est Jules qui l'a fait, c'est magnifique. 3 bouquins par semaine. Ça s'appelle comment? Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une émission littéraire sur le crayon. Il présente des livres. Ok, super. Pour faire lire les jeunes. C'est bien. J'allais leur dire que les livres existent. Ouais, oui, c'est pas... mais il fait une émission magnifique. C'est limite, c'est une mission sociale, on parle, on est presque sur du social. Oui. Pour mettre les livres dans les mains des jeunes. Il a fait une interview de Michel Onfray aussi, qui était magnifique. D'accord. Donc il y a la relève. Il y a encore ça. C'est bien de le rappeler et qu'on ne soit pas défaitiste et qu'on ne soit pas consigne. On regarde dans l'avenir, vers l'avenir avec tous un projet commun. Bon, alors, ce questionnaire de Bernard Pivot, pardon. Donc, Laure, quel est votre mot préféré? Alors, je vais réfléchir et je pense que c'est l'indulgence. Indulgence. Le mot que vous détestez? La bêtise. Bêtise. Je sais pas si c'est le mot ou la bêtise. C'est peut-être, mais après, un mot peut renvoyer à l'image. Mais je pense que la bêtise. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Je pense que la bêtise, c'est plus dangereux que la méchanceté. L'enfer est gavé de bonnes intentions, comme on dit, mais je suis d'accord avec ça. Au moins, la méchanceté, elle mérite d'être honnête. Ah oui, enfin, en tout cas, elle est claire. Oui, elle doit être claire. Votre drogue favorite? Ah oui, alors ça, j'avais aussi une idée quand on en a parlé et je ne m'en souviens plus. Je pense que c'est l'amour. L'amour? Ça va, il y a pire comme drogue. Le son, le bruit que vous aimez? Les cloches des églises. Les cloches des églises? Ok, c'est super. Le son, le bruit que vous détestez? Les musiques du supermarché. Ouais, les musiques du supermarché. Ok, je peux comprendre. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Je connais aucun. On va rester là-dessus. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Lucie, doyenne de l'humanité. Lucie, doyenne de l'humanité sur un billet de banque. Ça pourra l'acheter, hein, mais ok. Notre grand-mère. Ouais, notre alien. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? En fait, plein. Je crois que j'aurais. Moi, je ne suis pas tant dans ce que j'aime, mais dans ce que je sais faire. C'est vrai que et je vois la différence avec la génération derrière moi, c'est que ils se posent, vous aussi, je pense beaucoup la question de ce que vous aimez. Nous, on était plus dans la capacité de réussir, peut-être. Et donc, tout ce qui est manuel. Alors, voilà. Ouais, j'ai une liste de 50 métiers que j'aurais pas aimé parce que j'aurais pas su. D'accord, ok. C'est le fait de pas réussir. Menuisier, voilà. Tout ce qui est. Je suis pas manuel. D'accord. Et c'est un bureau à torture. Vous vivez mal, non? Très mal. Mais là, ok, il y a plein des formations en continu. Non, mais là, je ne veux même pas essayer parce que je suis face à l'échec immédiatement. Ok. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Alors, j'adore le coquelicot. Le coquelicot, parce que c'est rouge, donc c'est voyant, c'est passionné comme couleur, mais c'est très éphémère. Ça vient un jour, un coquelicot. Et je trouve ça
Je trouve ça assez élégant finalement. D'être D'être là peu éphémère. de temps, mais intensément. C'est un peu Achille en fait, hein. C'est le pacte d'Achille avec les lieux. Ok. Le coquelicot et le pacte d'Achille avec les dieux. Ça, on faudra le faire ressortir. En gros, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Je pense il me dira, je crois qu'on se connaît, on s'est déjà rencontrés, non? Ok. Merci beaucoup, Bernard. Ce sera tout. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait quelque chose. Encore merci. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous pendant ce qui est plus d'une heure, je pense. J'ai pas vu le temps passer. Je suis sûr qu'il y aura plein d'autres sujets qu'on pourra aborder. Euh, à très bientôt. Qu'est-ce que vous aimeriez dire comme mot de la fin? Non, mais merci, comme on fait en Asie, parce que je travaille beaucoup en Asie. D'accord. Merci Pierre. C'était un très bon moment et je vous remercie, c'est un très beau podcast. Bravo, félicitations et longue vie à votre podcast.